Dans cette vidéo, je voulais essayer de te créer un contenu ou du moins une démarche claire à suivre si jamais tu t'intéresses à la thématique de l'investissement et que si jamais tu es totalement débutant. Moi, ça fait des années que j'investis, que ce soit en bourse, que ce soit dans le domaine des crypto-monnaies. Je fais aussi pas mal d'entrepreneuriat, je t'ai déjà évoqué ça à plusieurs reprises. Et là, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de te donner les démarches, les bonnes réflexions à avoir pour que tout de suite, même en étant totalement débutant, tu puisses te mettre directement sur le droit chemin pour éviter de faire des trop grosses erreurs et faire en sorte d'accélérer éventuellement tes résultats financiers. Donc la première chose à comprendre, si jamais tu veux investir et si jamais tu es totalement débutant, la première chose à régler de toute façon, c'est de savoir gérer correctement ses finances personnelles. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy quand on parle de finances personnelles, ou en tout cas quand on s'imagine pouvoir investir, tout de suite on a envie de savoir quelle crypto-monnaie acheter, le dernier altcoin le plus intéressant pour faire un x 100 ou un x 1000, ou la dernière startup qui va pouvoir être listée sur le New York Stock Exchange. Voilà, en fait, en réalité, on a tout de suite envie de savoir dans quel actif, ou en tout cas dans quelle action, où est-ce qu'on doit placer notre argent. Sauf que la base est vraiment la règle le socle le plus important à maîtriser en tout cas au départ, c'est celui des finances personnelles. Là-dedans, je mets bien évidemment avoir une situation qui est stable. C'est vrai que si aujourd'hui, par exemple, et j'en ai connu des personnes qui étaient dans des situations compliquées, qui étaient par exemple au chômage ou qui n'avaient pas un job stable, qui n'avaient pas de situation stable de manière générale, qui ne savaient pas comment ils allaient pouvoir à la fin de chaque mois payer leurs factures ou pour pouvoir se nourrir correctement, tout de suite déjà, je veux dire, le problème de l'investissement, c'est absolument pas une priorité. Il faut déjà avoir une situation stable, avoir la capacité d'avoir des rentrées d'argent qui soient régulières, pouvoir payer ses charges incompressibles comme par exemple le loyer, l'électricité, la nourriture, etc. Et à partir du moment où on a déjà une situation stable, qu'on s'est créé, qu'on s'est créé un fonds de sécurité et qu'on est capable d'épargner tous les mois, là après par la suite ce surplus d'argent, on peut éventuellement décider de l'investir. Et après on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, il y a quand même des règles de base. C'est vrai que si on est au chômage ou on a du mal à avoir des rentrées d'argent qui soient régulières, penser à l'investissement pour moi c'est trop risqué et ça va rajouter un stress supplémentaire. Quand on parle de finances personnelles, un autre point qui est super important à maîtriser, c'est tout simplement de faire un budget. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu n'es pas capable de savoir combien d'argent qui rentre chaque mois et combien d'argent qui sort chaque mois, ça va être très compliqué pour toi pour faire le bilan de ta situation personnelle et éventuellement d'avoir des pistes d'amélioration. Il y a beaucoup de personnes qui font la politique de l'autruche, qui savent quelquefois qu'elles sont dans des positions compliquées et le fait de ne pas regarder leur compte en banque, d'une certaine manière, ça les protège des problèmes qu'ils ou elles pourraient voir en faisant le bilan de leur situation personnelle. Et je t'invite vraiment à faire le point très régulièrement de la situation dans laquelle tu te trouves. Pas la peine de passer non plus toutes tes journées à regarder ce qui se passe sur ton compte en banque, mais déjà de savoir combien il y a d'argent qui rentre, combien d'argent qui sort, de te rendre compte peut-être qu'il y aura certaines charges que tu ne connais pas. Tu as peut-être des abonnements qui traînent depuis des années, que tu continues d'être prélevé pour des services ou des produits que tu n'utilises pas aujourd'hui. Enfin voilà, ou en tout cas peut-être des charges sur lesquelles tu es prélevé et peut-être qu'en les voyant tu te diras tiens, peut-être que cet argent là je l'utiliserai mieux pour investir dans une formation ou pour le placer dans un ETF ou pour acheter des crypto-monnaies. Voilà, il faut faire le bilan de sa situation personnelle et pour arriver à faire le bilan de sa situation personnelle, pour moi faire un budget et un budget régulier, c'est quelque chose d'important. Ensuite, d'avoir un fonds de sécurité, je te l'ai évoqué tout à l'heure, en général on dit qu'on est plutôt entre 6 mois et 1 an pour les fonds de sécurité, c'est-à-dire que si tu es sur une charge mensuelle de 1000 euros par mois, ça veut dire qu'il faudrait que tu aies entre 6 000 et 12 000 euros de côté. Ça peut te permettre justement de répondre à certaines obligations que tu pourrais avoir à court terme. Je sais pas, par exemple, tu rentres chez toi, ta machine à laver ne marche plus, il faut la remplacer. C'est toujours bien d'avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir la remplacer. Pareil, tu es en train de conduire, ta voiture, à un moment donné, les pneus ils crèvent. Il faut que tu remplaces les pneus. C'est toujours bien d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir faire et procéder à ce changement. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument aucun capital de côté, ce qui fait que quand ils arrivent avec des charges qui ne sont pas prévues, ils sont obligés de faire des emprunts à court terme à la banque, et souvent c'est des emprunts avec des taux d'intérêt qui sont hyper élevés, et ce qui les entraîne dans une boucle infernale de mauvaises dettes, et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, mais malheureusement c'est ce qui peut mettre beaucoup de personnes dans des positions très compliquées. Donc avoir un fonds de sécurité c'est quand même important, ne pas en avoir trop non plus, parce que tu le sais aujourd'hui avec l'inflation,
Il vaut mieux placer son argent et le faire travailler plutôt que de le garder comme ça dans une banque à rien faire. Et puis en plus de ça, il y a toutes les problématiques des banques aujourd'hui qu'on connaît. Certaines banques qui peuvent faire faillite, qui refusent même quelquefois qu'on utilise notre argent comme on le souhaite. Donc voilà, je pense qu'avoir de l'argent de côté, c'est bien. En avoir une partie pour avoir un fonds de sécurité et répondre à certaines obligations court terme, c'est bien. En avoir trop, c'est pas forcément le top parce que derrière, on se fait rogner notre capital par l'inflation. Et en plus de ça, on n'a plus meilleur compte de pouvoir l'investir et développer des nouvelles sources de revenus. Dans les finances personnelles, tant qu'on est toujours dans cette fonctionnalité-là, il faut comprendre que pour pouvoir s'aider à pouvoir mieux épargner, il y a une méthode qui a été développée par quelqu'un que tu connais sans doute qui s'appelle Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre, que je t'invite véritablement à lire. Et il explique notamment que pour aider les gens à pouvoir épargner, c'est de faire en sorte de se payer en premier. Dans lui, ce qu'il appelle se payer en premier, c'est faire en sorte à chaque fois, chaque début de mois, lorsque ton argent va tomber, tu décides de te dire, tiens, je sais pas, il y a 10, 20% par exemple de ce capital-là qui tombe chaque mois, de ton job salarié, tu le prends et tu le mets sur un autre compte à part, sur un autre compte en banque, un compte épargne que tu ne verras pas, mais qui va t'obliger, si tu veux, à épargner. Pourquoi il dit ça? Parce que beaucoup de gens, malheureusement, attendent la fin du mois, et à la fin du mois, ils regardent ce qui reste pour pouvoir éventuellement épargner et éventuellement investir. Le problème de ça, c'est que si on ne fait pas de budget, si on ne suit pas correctement ses finances personnelles, on peut très vite se retrouver à la fin du mois en ayant dépensé plus d'argent que ce qu'on a gagné, ce qui est la pire des situations, ou alors se retrouver pile à l'équilibre et au final ne pas arriver à épargner et donc à investir. Donc lui, il explique qu'une des manières intéressantes pour pouvoir t'aider, si tu veux, à épargner, augmenter ta capacité d'épargne et ta capacité d'investissement, c'est de déterminer un pourcentage que tu souhaites mettre de côté chaque mois. Donc tu vas décider de te payer en premier et avec le restant, tu sais que c'est le budget que tu auras besoin, en tout cas que tu vas pouvoir utiliser pour payer tes charges incompressibles, pour pouvoir éventuellement te faire plaisir, etc. etc. On revient à la notion de toute façon de gestion de budget, ça reste un point quand même fondamental et très crucial. Un autre point dans les finances personnelles, avant même de commencer à s'intéresser à l'investissement, selon moi, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Je connais tellement de personnes qui gagnent très bien leur vie, par exemple à 5 000, 7 000, 8 000 euros par mois, mais qui ont un niveau de vie équivalent, voire même supérieur aux revenus qu'ils génèrent chaque mois. Tu peux très bien connaître des personnes qui gagnent 5 000 euros par mois, mais qui vivent avec 5 000 euros par mois. Toi, même si tu as un salaire peut-être ou des revenus qui sont un peu plus modestes, ça peut être 1 500, 1 600 euros par mois, si tu arrives à épargner 300 euros tous les mois, tu te rends compte que tu es dans une situation qui est meilleure, ou en tout cas qui est plus intéressante que quelqu'un qui gagne beaucoup plus d'argent mais qui n'est pas foutu de mettre de l'argent de côté. Tu vois ce que je veux te dire? Donc tout ça, c'est vraiment super important. Au-delà de l'argent que tu seras capable de générer, ce que j'explique tout le temps, le plus important, c'est combien tu as d'argent que tu es capable d'épargner chaque mois et combien tu as d'argent que tu es capable d'investir. Et c'est ça qui fera véritablement la différence. Après, il y a une balance. L'idée, c'est toujours de vivre plus bas que ses moyens pour avoir une capacité d'épargne et une capacité d'investissement. Tu peux toujours trouver des moyens de baisser tes charges. Mais le plus intéressant et le plus important aujourd'hui, je trouve, pour la majorité des gens, c'est de trouver des moyens pour gagner plus d'argent. Et il y a plusieurs moyens de pouvoir le faire. Éventuellement, créer un business, développer une activité entrepreneuriale, négocier son salaire, peut-être acquérir des nouvelles compétences. Ça peut être faire de l'intrapreneuriat, donc c'est de l'entrepreneuriat, mais dans une activité salariale. Voilà, il y a plein de manières aujourd'hui de gagner de l'argent. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais gagner 2000 euros de plus par mois, par exemple, en développant un business en ligne, c'est clairement pas impossible. Il y a vraiment des choses très intéressantes à faire et 2000 euros de plus par mois, peut-être pour ta situation personnelle, ça peut faire un vrai changement, alors que peut-être diminuer tes charges de 300 euros par mois, c'est bien. Si tu peux le faire, il faut le faire, mais c'est pas ça qui va vraiment changer ta vie. Donc tu vois un petit peu où est-ce que je veux t'amener dans cette réflexion. Donc ça c'est super important. Et enfin, dans le contexte de finances personnelles, ne pas augmenter son niveau de vie, mais plutôt augmenter sa capacité d'épargne et sa capacité d'investissement. Ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'elles vont gagner 2000 euros, elles vont avoir un niveau de vie à 2000 euros. Lorsqu'elles gagnent 3000, elles vont dépenser 3000, voire plus. Je parle pas de ceux qui se mettent dans des situations de surendettement, mais tu vois, tu peux gagner 5000 euros et dépenser 5000, tu peux gagner 10 000 et dépenser
dépenser 10 000, bah, au final, tu ne mets pas d'argent de côté, tu n'as aucune capacité d'épargne, tu n'as aucune capacité d'investissement, donc de toute façon, tu n'avanceras pas. Voilà, tu peux très bien gagner beaucoup moins d'argent, pouvoir épargner et pouvoir investir, et tu avanceras beaucoup plus vite que quelqu'un qui se situera justement dans la situation que je t'ai évoquée un petit peu plus tôt. Donc ça, c'est vraiment super important. Je pense que moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour atteindre cette liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro, parce que c'est ce que j'ai fait. Je m'étais fixé comme objectif au départ d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans, ce que j'ai réussi à faire. J'ai développé une activité entrepreneuriale en plus de mon job salarié. Donc si tu veux, la journée, moi j'étais commercial, je travaillais 8-9 heures la journée, le soir je rentrais, je rebossais 3-4 heures sur mon entreprise en parallèle de mon job salarié. J'utilisais aussi l'intégralité de ce que je gagnais pour pouvoir investir. À l'époque, j'investissais beaucoup sur le marché action et notamment dans les crypto-monnaies. Je vivais avec 600 euros par mois, donc j'avais pas d'enfant, j'avais pas de voiture parce que je pouvais me débrouiller avec les transports en commun. Et dans les 600 euros par mois, je mettais toutes les charges incompressibles. Tu vois, je mettais clairement, il y avait le loyer, il y avait la bouffe, l'électricité, etc., etc. J'avais pas de loisirs, hein, je dépensais absolument rien dans du loisir, je partais pas en vacances, je faisais pas de voyage. Le week-end, je faisais que travailler et les vacances, je faisais que travailler. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans et demi. Donc clairement, ça a été une vie qui a été très compliquée. Et surtout quand on commence à gagner très bien notre vie. Moi à l'époque je gagnais très bien ma vie avec mon job salarié, je gagnais très bien ma vie ensuite avec mon activité entrepreneuriale, donc les deux cumulés ça m'a permis de vraiment si tu veux accélérer ma capacité d'épargne et ma capacité d'investissement. Mais le plus dur pour moi ça a été de garder justement ce niveau de vie de 600 euros par mois alors qu'à l'époque je pouvais gagner 5 000, 7 000, 8 000, 12 000, 15 000, 20 000 euros par mois. Tu vois ce que je veux te dire? Je t'ai déjà expliqué plusieurs fois mon parcours. Mais ça, je savais qu'au fond, ça me permettait de pouvoir accélérer l'atteinte de mon objectif personnel qui était celui d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans. Donc j'ai réussi à le faire. Il y a eu aussi une certaine partie de chance là-dessus, ça c'est clair. Mais voilà, il faut savoir après où est-ce que tu veux mettre tes jetons, tes billes, là où est-ce que tu veux mettre éventuellement ton énergie et là où tu veux éventuellement peut-être redoubler d'efforts pour accélérer tes résultats. Tu vois, toutes les situations ne seront pas équivalentes. Peut-être que toi, 5 ans pour atteindre la liberté financière, c'est peut-être beaucoup trop court. Peut-être que toi, tu te diras, moi, je vais peut-être le miser sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et forcément, les actions à mettre en place pour atteindre cet objectif sera différent des actions que j'ai mis en place moi pour atteindre cette liberté financière en moins de 5 ans. Ça, je pense que tu l'auras compris. Ce qu'il faut savoir en plus dans mon parcours, c'est que le business que j'avais lancé à l'époque avec mon meilleur ami, c'était pas forcément quelque chose de prévu. On savait qu'on voulait développer une activité entrepreneuriale, on s'intéressait déjà à toutes ces thématiques liées à l'investissement, etc. Et ça faisait déjà un certain nombre de temps où on s'intéressait plus spécifiquement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire et ce qu'on a décidé de faire finalement tous les deux avec mon meilleur ami à l'époque, c'est de pouvoir continuer à la fois d'apprendre sur ce domaine pour investir nous à titre personnel, mais en même temps de développer une activité en parallèle de notre job salarié pour gagner, si tu veux, sur les deux tableaux. Donc ce qu'on a fait, c'est que vu qu'au départ, on apprenait des choses, on lisait tout un tas de contenus sur ce domaine-là, on s'est dit pourquoi pas faire des résumés en fait de ce qu'on apprend et de le présenter sur YouTube. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire. Et puis petit à petit, on a eu une communauté qui a commencé à être créée. Après, à force de répéter 50 fois les mêmes choses, on a eu des personnes qui nous ont dit tiens, ça serait bien, moi je suis débutant dans la crypto, j'aimerais bien me lancer, j'arrive pas à trouver une formation pour m'aider à me lancer dans le domaine des cryptos. Donc nous on en avait marre de réexpliquer 50 fois les mêmes choses à 50 personnes différentes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un programme pour répondre à ça. Au départ, on le vendait 197 euros. Donc ça a commencé à se vendre, on a commencé à gagner de l'argent comme ça, en plus de notre job salarié, ça je te le répète. Et puis après, on l'a amélioré ce programme, au fur et à mesure qu'on a eu des retours de clients, on l'a amélioré. Donc après, on l'a vendu 297, puis 397, puis après, on a créé des programmes plus complets à 697, 997, après on a vendu des programmes d'accompagnement à plus de 5000 euros, etc., etc. Donc après, si tu veux, on a commencé vraiment à augmenter en gamme. Et au départ, c'était pas forcément prévu. Au départ, on a fait quelque chose, on présentait simplement ce qu'on faisait nous, on résumait le travail qu'on faisait déjà nous à titre personnel, puis après ça a fédéré une communauté, on a eu des demandes, on a essayé de répondre à cette demande-là, et c'est comme ça que ça s'est créé. Peut-être que toi aussi, ça pourra fonctionner de cette manière. D'ailleurs, si tu t'intéresses à tout ce qui est création de business en ligne, et notamment utiliser le levier YouTube pour créer et développer une activité entrepreneuriale, j'ai créé un programme qui s'appelle YouTube Elite, dans lequel j'explique ce que j'ai fait
concrètement pour ma première chaîne sur le marché des crypto-monnaies, qui a plus de 100 000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. La seconde qui s'appelle Éternel étudiant, que tu es en train de regarder aujourd'hui, qui est beaucoup plus récente. Donc voilà, je sais que ça fonctionne, ce que je t'explique, ça fonctionne très très bien. Donc si jamais tu veux te lancer sur YouTube, tu veux développer une activité entrepreneuriale et que tu veux pas juste faire du divertissement, n'hésite pas à rejoindre ce programme, je pense que ça t'aidera énormément. Un autre point important, je pense, avant de commencer à réfléchir à investir, tu as compris qu'il y avait les finances personnelles, qu'il fallait arriver à faire en sorte d'avoir des charges qui soient le plus faibles possible et puis surtout d'apprendre à gagner plus d'argent. Mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre son profil d'investisseur et surtout son profil de risque. Parce qu'on n'est absolument pas tous équivalents. On ne va pas avoir le même profil de risque quand on a 20 ans que quand on en a 60 et quand on est proche de la retraite. On ne va pas allouer notre portefeuille de la même manière. On ne va pas investir de la même manière. On va surtout pas avoir les mêmes objectifs. Tu vois, moi forcément j'ai pris beaucoup plus de risques quand j'avais 23, 24 ans parce que j'étais jeune et que même si je perdais mon argent en faisant n'importe quoi au départ, j'avais entre guillemets toute la vie devant moi et donc je savais que je pourrais être en mesure de pouvoir récupérer mon erreur par la suite. Donc j'étais prêt à prendre plus de risques. Par contre, je comprends que quelqu'un qui a des enfants, qui a une famille, qui avait peut-être qui était proche de la retraite, forcément le risque derrière il ou elle est capable de prendre sera très différent de moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut toujours comprendre que les investissements que tu seras amené à faire, il y a toujours une balance entre le risque et le rendement. L'objectif, c'est d'aller chercher des investissements qui vont avoir un risque le plus faible possible et avec un rendement le plus élevé possible. Mais souvent, ça va quand même de pair. Dans les crypto-monnaies, par exemple, on a des rendements juste incroyables. Les crypto-monnaies, c'est la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Pour autant, ça reste aussi un actif qui est très risqué, qui est aujourd'hui très peu régulé, même si ça commence à se démocratiser de plus en plus. Il y a une volatilité qui est extrême, donc forcément les risques que je vais prendre en investissant sur cette classe d'actifs est complètement différent des risques que je vais prendre en investissant par exemple dans l'immobilier ou dans la bourse. Ça ne veut pas dire que sur ces classes d'actifs-là, les risques ne sont pas présents, ils sont bien évidemment présents, ils sont peut-être même aussi différents, parce que sur l'immobilier, tu vas pouvoir faire notamment de l'effet de levier, alors que sur les crypto-monnaies, la banque de toute façon ne te financera pas pour acheter du Bitcoin ou de l'Ether par exemple, ça je pense aussi que tu l'auras compris. Donc voilà, il y a toujours un équilibre à avoir, mais il faut trouver quelque chose qui te corresponde à toi par rapport à ta situation personnelle et surtout par rapport à tes objectifs. Si tu te fixes comme objectif d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans comme moi en partant de zéro, que tu ne veux pas développer une activité entrepreneuriale et que ton levier d'investissement c'est par exemple les métaux précieux, type l'or ou l'argent, je te dirais peut-être que le véhicule d'investissement que tu vas utiliser, c'est peut-être pas le top, tu vois, c'est peut-être pas le meilleur. Donc, il va falloir peut-être trouver une autre approche. Il faut savoir que tous les types d'investissements fonctionnent, peu importe l'approche que tu vas utiliser, que ce soit du trading, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit, l'investissement long terme en bourse, l'immobilier. D'ailleurs, il n'y a pas une façon d'investir. Dans l'immobilier, par exemple, tu peux faire du marchand de biens, tu peux faire de la location courte durée, tu peux faire de la colocation, tu peux faire de la location nue, tu peux faire du commercial, tu peux faire... bref, il y a plein de choses aujourd'hui qui existent. Tu peux faire de l'immeuble de rapport. Bref, il y a énormément de stratégies différentes et à chaque fois, il faut voir ce qui t'intéresse et ce qui te parle aussi surtout. Parce que le problème de beaucoup de débutants, c'est qu'ils entendent parler de crypto-monnaie, ils vont aller faire des crypto-monnaies, ils vont dire « Ah, c'est génial, je vais faire de la crypto », et puis après, ils vont entendre parler de faire du dropshipping, donc ils vont aller faire du dropshipping, et puis après, ils vont aller regarder sur Internet peut-être des moyens de faire de l'investissement en immobilier, donc ils vont faire de l'immobilier, et au final, ils sont spécialistes en rien et ils n'ont aucun résultat. Ils sont moyens de partout, voire mauvais de partout, et du coup, quand on a les mêmes connaissances ou les mêmes informations que tout le monde, on a les mêmes résultats que tout le monde, c'est-à-dire rien du tout. Voilà. Donc je préfère mieux être très clair avec toi. C'est bien de se renseigner, c'est bien de se rendre compte de ce qui existe à côté. Après, le plus important, c'est de se focaliser sur une classe d'actifs, ou en tout cas sur une manière de fonctionner qui va nous intéresser et qui va être en lien avec notre objectif personnel, notre profil de risque, notre profil d'investisseur et surtout les objectifs qu'on s'est fixés. Ce qu'il faut savoir de toute façon, c'est que dans le domaine de l'investissement, il n'y a pas qu'un seul chemin, il n'y a pas qu'une seule voie pour arriver au succès. Si le succès pour toi, c'est par exemple d'atteindre l'indépendance ou la liberté financière, tu vas pouvoir retrouver des personnes sur Internet qui auront pu atteindre ce statut-là en faisant du trading, d'autres l'immobilier, d'autres les crypto-monnaies. Mais c'est pas parce que ces gens-là ont réussi à atteindre l'indépendance ou la liberté financière en utilisant ces différents moyens, ces différents leviers, que toi, en suivant exactement le même chemin, tu vas arriver exactement au même résultat.
parce que peut-être encore une fois que ces investissements ne te parleront pas, peut-être que toi tu es beaucoup plus dans le concret, dans le physique, et du coup peut-être que l'immobilier ça serait quelque chose qui va beaucoup plus te parler et qui va te motiver que les crypto-monnaies par exemple, même si je trouve qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients à chacun des investissements, mais il faut comprendre que derrière, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a réussi en utilisant tel levier que toi, en suivant exactement ce même chemin, tu vas arriver exactement à ces mêmes types de résultats. Même la plupart du temps, tu te rendras compte que ça sera absolument pas le cas. Ça ne veut pas dire pour autant que cet investissement ne fonctionne pas ou que cette méthode ne fonctionne pas. C'est peut-être que tout simplement, toi, ça ne te parle pas, que ça ne te motive pas, et peut-être qu'il va falloir que tu trouves tout simplement autre chose. À ce stade de la vidéo, je voulais te parler d'un concept qu'il faut vraiment que tu arrives à maîtriser et qui est souvent incompris, je trouve, de la part des débutants. C'est le concept de diversification. Dans la tête et dans l'inconscient de beaucoup de personnes, la diversification, c'est un moyen de limiter le risque et, entre guillemets, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense que tu as souvent entendu un peu cette phrase sur Internet, ou peut-être que tu en as déjà entendu parler autour de toi. Déjà, il faut savoir que dans la diversification, il y a plusieurs niveaux de diversification. Tu as la diversification intra-actif, donc par exemple, dans une classe d'actifs, par exemple les crypto-monnaies, tu peux investir de plusieurs manières différentes. Tu peux décider d'investir sur du long terme, non pas que sur du Bitcoin, mais tu peux te dire, tiens, j'investis sur du Bitcoin, sur de l'Ether, sur du BNB, sur tout un tas de crypto-monnaies différentes. Donc ça, c'est une diversification intra-actif. Après, tu as une manière d'investir aussi. Dans les crypto-monnaies, tu peux faire du long terme, tu peux faire du trading, tu peux décider de faire des masternodes, tu peux faire du staking, tu peux faire du flipping de NFT, tu peux faire de la finance décentralisée, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire, et ça rentre dans le concept lié à la diversification intra-actif. Dans la bourse, c'est pareil. Tu peux très bien décider d'investir sur des actions, sur des obligations, sur des commodities, donc sur des matières premières. Tu peux investir sur de l'immobilier papier. Tu peux également aussi faire du trading, de l'investissement long terme. Il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire sur l'investissement en bourse. Tu peux faire des produits dérivés, des futurs, des options. Il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire. Dans l'immobilier, c'est pareil. L'immobilier, tu peux très bien décider d'investir sur de la location courte durée, de la location longue durée. Tu peux faire également de la colocation. Tu peux faire du marchand de biens. Tu peux faire aussi, je sais pas, tu peux faire de la... ça peut être de l'investissement dans des locaux commerciaux, ça peut être aussi des immeubles de rapport. Enfin bref, je pense que tu as compris le concept. Dans chacune des différentes classes d'actifs, tu peux investir dans des sous-couches de ces différents investissements, et tous ne vont pas avoir les mêmes résultats, en tout cas les mêmes objectifs. Donc ça, c'est le premier niveau de diversification. Après, tu as la diversification interactif. Interactif, c'est je peux mettre, au lieu de mettre tout mon argent dans les crypto-monnaies, je peux mettre une partie de mon argent aussi dans l'immobilier, un peu dans la bourse, un peu dans du business en ligne, un peu dans du private equity, un peu dans des matières premières, ça peut être l'or, l'argent, etc. Tu vois, ça c'est la diversification interactive, pardon. Mais après, tu as aussi une diversification géographique. Tu vois, tu n'es pas obligé d'investir que en France. Dans la bourse, tu as des ETF où tu peux investir sur le MSCI World, par exemple. C'est un ETF qui va répliquer les performances, si tu veux, des plus grosses entreprises au niveau mondial. Donc là, tu n'investis même pas aux États-Unis, enfin que aux États-Unis ou que en France ou que en Europe, tu investis dans l'économie mondiale de manière générale. Donc tu as tout un tas de secteurs différents, tu as tout un tas d'industries différents, et voilà, tu planifies sur une croissance au niveau économique, mais si tu veux, au niveau mondial. Donc ça, une diversification géographique quand tu investis dans des ETF, c'est un super moyen de pouvoir le faire. Après, tu peux investir aussi, tu vois, géographiquement dans l'immobilier, mais tu n'es pas obligé d'investir que en France. Tu peux aussi investir à l'étranger, ou tu n'es pas obligé d'investir que dans ton village ou que dans ta grande ville. Tu peux investir dans plusieurs endroits différents. Tu peux avoir une diversification aussi en termes de devises. Si aujourd'hui tu as tous tes actifs qui sont dénominés en euros, je pense que tu l'auras remarqué, mais il y a quelques mois en arrière, on a eu des gros soucis de parité, si tu veux, entre le dollar et l'euro. L'euro avait perdu en quelques semaines 25% de sa valeur face au dollar. Donc c'est vrai que si tu n'étais pas diversifié, que tu avais uniquement ta valeur qui était, en tout cas la valeur de ton capital et ton patrimoine qui était présenté et estimé en euros, par rapport à du pouvoir d'achat qui pouvait être estimé à l'époque, si tu veux, en dollars, tu aurais perdu 25%. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est super important de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et de comprendre surtout ce phénomène de diversification. Parce que là, je t'ai expliqué le contexte, je t'ai expliqué ce que c'était la diversification, mais il faut comprendre que c'est aussi très... contre-productif quand on est débutant de vouloir trop se diversifier. Parce que trop se diversifier, c'est souvent
ne pas maîtriser en fait ce qu'on fait. Souvent on se dit bah vu que je maîtrise clairement pas ce que je fais, je sais pas ce que je fais, je vais mettre mes œufs un peu de partout et du coup bah je ferai pas mes erreurs de partout, il y a très peu de chances que je perde l'intégralité de mon capital. Là en fait pour moi ça se rapproche plus de la personne qui va faire du poker ou quelqu'un qui va tout mettre sur le set rouge parce qu'en réalité il a aucune compétence, il a aucune expertise. Et du coup, il se diversifie juste pour se protéger un petit peu de sa bêtise humaine. Et je peux le comprendre, tu vois, je dis pas que c'est une mauvaise décision. Mais il faut savoir que plus tu vas te diversifier, moins tu seras expert, si tu veux, dans ce domaine, dans un domaine particulier, ce qui est quand même un prérequis initial pour commencer à avoir des résultats significatifs dans un domaine particulier. Mais surtout, tu vas diminuer aussi énormément tes rendements. Parce que quand tu vas te diversifier, tu vas mettre ton argent un peu sur différentes classes d'actifs et du coup, bah, tu vas limiter tes performances parce que tu vas être moins bon dans ce domaine d'activité. Au départ, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu es jeune, quand tu veux améliorer tes résultats, améliorer éventuellement et accélérer les objectifs peut-être que tu t'es fixés, il va falloir concentrer ces investissements. Parce que trop se diversifier, c'est faire en sorte de limiter ses rendements, c'est limiter une partie de ses résultats, et ce qui manque au départ à beaucoup de débutants, c'est surtout le capital. Une fois que tu auras un capital suffisant, tu pourras après déterminer par la suite le niveau de risque ou le niveau de rendement que tu souhaiteras avoir. Tu te souviens, il y a toujours la balance entre le risque et le rendement, et c'est pas la même chose de gagner 10% par exemple sur 500 000 euros, ça te fait quand même 50 000 euros à l'année, que de gagner 10% sur un capital de 5 000 euros. Tu vois, 10% de 5 000 euros, ça va te faire 500 euros, alors que 10% sur 500 000, ça te fait tout de suite 50 000 euros. Forcément, les risques ne sont pas identiques, et ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est qu'au départ, si tu veux maximiser tes rendements, il va falloir que tu te focalises, que tu détermines un domaine d'activité qui va t'intéresser, le domaine entrepreneurial, le domaine de l'investissement, mais sur un domaine vraiment très spécifique, sois bon dedans, et des résultats sur le domaine qui t'intéresse pour que tu aies une véritable expertise dessus. Et après, une fois que tu auras un capital suffisant, tu pourras déterminer ton allocation d'actifs, ou tu pourras décider de te diversifier un peu plus pour diminuer tes rendements, parce que de toute façon, tu n'auras plus besoin de prendre autant de risques qu'avant. Moi, forcément, l'allocation d'actifs que j'ai aujourd'hui est complètement différente de l'allocation d'actifs que j'avais il y a 5 années en arrière, parce que le niveau de risque que j'ai aujourd'hui est complètement différent. J'ai plus besoin d'aller chercher des rendements juste incroyables comme ceux qu'on est capable de retrouver dans les crypto-monnaies aujourd'hui, parce que de toute façon, j'ai plus besoin de faire des x10, x100 ou même des x1000 pour développer mon capital. Parce que forcément, plus on augmente, si tu veux, ce genre de résultats-là, en tout cas, si on essaye de faire un x100, un x1000 ou même un x10 000, comme ça c'est déjà vu dans le domaine des crypto-monnaies, le risque qu'on va prendre avec notre capital devient vraiment exponentiel. Et aujourd'hui, si tu veux, j'ai plus besoin de faire ça. J'ai un capital suffisant pour être sur le niveau de liberté financière que je souhaite, mais je veux faire en sorte de toujours développer mon capital, toujours faire en sorte à ce que ce capital se développe, mais j'ai plus besoin de prendre autant de risques que ce que je pouvais prendre tout simplement au départ quand j'ai débuté. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Enfin, le meilleur type d'investissement, souvent c'est la question qui m'est posée, est-ce que c'est la bourse, est-ce que c'est l'immobilier, est-ce que c'est la crypto, est-ce que c'est peu importe le trading ou ce que tu veux, ça je pense que tu l'as compris. Le plus important, c'est de trouver quelque chose qui va t'intéresser, que tu vas comprendre, que tu vas maîtriser, dans lequel tu vas devenir bon à l'intérieur et que tu vas vraiment comprendre l'intérêt aussi de te former. Parce que si tu as les mêmes connaissances que l'écrasante majorité des gens, tu l'as compris, mais tu auras les mêmes résultats que l'écrasante majorité des gens. Ensuite, combien d'argent il va falloir que tu puisses investir? Donc ça va dépendre de chaque personne, du profil de chacun. Après, je pense que c'est important de faire des planifications. C'est-à-dire que si tu vises comme moi le fait d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans en partant de zéro, et que tu as un niveau de vie qui n'est pas extravagant, tu n'as pas envie de t'acheter des Lamborghini tous les jours, mais que tu veux quand même avoir un niveau de vie conséquent, forcément que l'argent que tu vas devoir investir va être plus conséquent que quelqu'un qui va se dire moi je veux continuer de travailler, mais je veux juste faire en sorte à ce que mes investissements payent mes charges incompressibles. Et si tes charges incompressibles, c'est 600, 800 euros par mois, voilà, et que tu as une durée d'investissement qui va peut-être être de 20 ans, là forcément les risques et les choses que tu vas mettre en place vont pas être identiques. Mais ça, je ne peux pas le répondre à ta place. Il faut toujours regarder, je pense, les performances de la classe d'actifs dans laquelle tu vas investir pour être sûr que c'est en lien avec tes objectifs personnels et que tu fais clairement pas fausse route. Et puis après, faut voir le niveau de vie que tu as envie d'avoir, ta capacité d'épargne et surtout après par la suite ta capacité d'investissement. Enfin, pour finaliser cette vidéo,
vidéo, la meilleure stratégie d'investissement, souvent on me la pose, quelle est la meilleure stratégie d'investissement pour commencer à investir ou pour obtenir des résultats significatifs? Est-ce que c'est plutôt l'analyse fondamentale? Est-ce que c'est l'analyse technique par exemple? Donc ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, notamment en bourse, c'est ce qu'on appelle aussi le value investing. C'est notamment la philosophie de Warren Buffett et qui lui a permis aujourd'hui de faire partie des personnes les plus riches de cette planète. Donc il va analyser fondamentalement les entreprises, il va analyser leurs actifs, leurs passifs, etc. Et il va faire en sorte de déterminer si la valeur qui est donnée aujourd'hui par le marché à l'entreprise, si c'est une valeur qui est bonne par rapport à ses actifs, si elle est surévaluée ou si elle est sous-évaluée. Et lui, il fait plutôt partie des personnes qui ne font pas du trading, qui va acheter des entreprises et qui va vraiment les détenir sur le long terme, et c'est ce qui a vraiment fonctionné pour lui. Alors après, le value investing, ça fonctionne très bien, par contre, ça reste quand même très complexe, il faut faire de la comptabilité, il faut analyser les bilans, les comptes de résultats d'entreprise, etc. Je pourrais d'ailleurs te faire des vidéos dessus sur la chaîne YouTube si ça t'intéresse. Je me suis pas mal formé là-dessus ces derniers temps parce que voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais voilà, je peux comprendre que pour certaines personnes, bon, c'est pas un point qui est trop important, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont plutôt une approche trading. Et là, pareil, dans le trading, tu vois, est-ce que ça va être du scalping, donc sur des ordres de temps à la seconde, voire à la minute, ou du day trading, si tu fais plusieurs ordres d'achat ou de vente dans la journée, ou si c'est également aussi du swing trading, si tu investis plutôt sur des tendances, sur quelques semaines, sur quelques mois. L'approche va pas être identique. Souvent, on dit que l'analyse fondamentale, c'est ce qui va te permettre de déterminer quoi acheter, et l'analyse technique, c'est ce qui va te permettre de déterminer des tendances, des zones de support, des zones de résistance, et qui va te permettre notamment de déterminer les bons moments pour pouvoir acheter et vendre. Ça peut être sur le court, moyen ou le long terme en fonction de l'approche que tu vas avoir. Je pense que ces deux approches sont très complémentaires. Moi, dans le domaine des crypto-monnaies, tu vois, je fais les deux. Je fais pas de trading, mais pour le coup, je fais vraiment de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, long terme, parce que je fais vraiment de l'investissement long terme, aussi beaucoup de revenus passifs. Mais le plus important, je pense, avant tout, c'est de déterminer la classe d'actifs qui nous intéresse, de se former sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique, mais surtout après, par la suite, de faire une vraie stratégie long terme, c'est-à-dire d'investir via un DCA, un dollar cost averaging, au lieu de tout investir d'un coup sur une crypto-monnaie ou sur une classe d'actifs, d'investir régulièrement tous les mois. Il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est une très bonne manière de pouvoir lisser ses entrées de position, de pouvoir, même si on fait une erreur sur le court terme, en n'investissant pas forcément au bon moment, vu qu'on sait que le marché des crypto-monnaies, le marché actions par exemple, sont très très largement haussiers depuis le début de leur création. Alors le marché des crypto-monnaies c'est beaucoup plus récent, hein. Le marché actions c'est quand même beaucoup plus vieux, mais en tout cas ça reste quand même très très haussier malgré les périodes de récession, les guerres, etc., etc. Donc d'investir sur le long terme et en investissant régulièrement, ça permet de mettre de côté nos biais cognitifs, nos biais émotionnels, et de faire en sorte d'avoir des résultats qui soient intéressants sur le long terme. Donc pour moi, la meilleure stratégie d'investissement, c'est vraiment bien évidemment de se former à l'analyse fondamentale, l'analyse technique, de faire en sorte d'avoir une stratégie d'entrée, une stratégie de sortie, et surtout d'avoir une vision long terme, parce que malheureusement, si tu as une vision qui est trop court-termiste dans l'investissement, c'est généralement pas là où tu auras des résultats qui seront significatifs. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Comme d'habitude, je te mets dans la description de la vidéo un programme de formation sur plusieurs jours pour t'aider à aller plus loin sur les thématiques de l'investissement de manière générale, où je t'explique concrètement comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc le lien se retrouve dans la description de la vidéo, tu as juste à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras sur plusieurs jours, je t'enverrai du contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.